Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Pour moi c'est le même jour, tout ça, vous avez compris la chanson. Je sais pas combien je vais en tourner aujourd'hui, mais bref, on s'en fout. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus au mois de mai, et ce sont 4 livres de fantasy, donc dans le cadre du mois de la fantasy. On démarre tout de suite parce que j'ai plein de trucs à dire et que j'aimerais que cette vidéo dure pas une éternité. Le premier c'est Engrenage et sortilèges de Adrien Thomas, et je suis désolée de le dire mais ça a été un échec total pour moi. J'ai abandonné ce livre parce que je n'en pouvais plus. Dans ce livre on est donc dans un univers de fantasy, on a deux catégories de personnes dans ce monde en fait. Les mécaniciens et en gros ceux contre la magie. Ils sont pas, je sais plus comment ils sont appelés, ils sont pas appelés mages ou magiciens, je crois qu'ils sont appelés autre chose. Mais en gros c'est des gens contre la magie. Les magiciens sont dans la structure de la société au-dessus des mécaniciens, c'est-à-dire qu'ils sont plus importants, ils sont plus riches, ils sont au-dessus, quoi, en gros, hein, voilà. Et nous, on va suivre Cyrus, qui est le fils d'une des plus grandes, d'une femme extrêmement haut placée chez les mages, magiciens, donc extrêmement haut placée dans toute la société, hein, évidemment. Et on va suivre, donc, qui est aussi magicien, tout ça, qui suit des cours dans l'académie dans laquelle ils vont, et qui est totalement imbu de lui-même, et qui est l'archétype du fils de Bourges, insupportable, hein, voilà. Et on va suivre aussi Grise, qui est la fille de son père, hein, merci Audrey, et son père est haut placé, mais chez les mécaniciens, ce qui fait qu'il a beau être haut placé chez les mécaniciens, en vrai il n'est pas au top du top de son délire, vous voyez. Et donc elle va aussi dans l'académie, l'académie de Cyrus, sauf qu'évidemment, elle étudie la mécanique. Alors on partait pas super bien pour moi parce que dans tous les univers steampunk et comme ça, et qui sont comme ça, je préfère tout ce qui va être mécanique, automate, rouage et tout, à tout ce qui va être magicien. J'aime le steampunk parce qu'on a ça. Du coup, si on part dans un livre steampunk où les mécaniciens c'est un peu de la merde, bah je trouve pas ça top en fait. Mais bref. Et en fait, l'histoire c'est que donc, au début on rencontre chacun Cyrus et Grise dans leur famille. Puis c'est la reprise des cours après les vacances et ils retournent à l'académie. Et là, on a plusieurs personnes qui vont essayer d'enlever les deux en même temps. Alors, sachant qu'ils se détestent, évidemment, hein, pas précisé, mais ça me paraît tellement évident au niveau du stéréotype que voilà, c'est une partie des trucs qui m'a énervé, hein, bref. Et donc, on essaye de les enlever, et eux, ils se disent, bon bah ok, on va fuir. Et ils fuient. Voilà. Alors, je pense qu'à mon résumé, ça se sent que j'ai pas aimé ce livre. Plusieurs choses que j'ai pas aimé dans ce livre. Déjà, moi, je m'attendais à suivre ce qui se passe à l'académie, les cours, ce qui leur arrive et tout, et c'est pas le cas en fait. Du coup, on aperçoit l'académie et ils se barrent. Donc, ils se barrent en fait. Hein, voilà, c'est tout. Ensuite, on a le stéréotype de la fille issue d'un pauvre milieu et du gars issu d'un super milieu qui se déteste, blablabla. Même s'il reste calmé à la fin du livre, je sais pas, j'ai pas été à la fin, mais ça me saoule ce truc. Enfin, franchement, je voulais autre chose quoi. J'étais là, mais pourquoi il fait ça lui en fait? Enfin, c'est quoi l'intérêt de reprendre ce stéréotype vu et revu et revu partout? Franchement, ça m'a saoulé. Ensuite, alors les deux gamins de 13 ans qui manquent de se faire enlever et qui décident de fuir en mode on fuit absolument tout le monde, on reste tous les deux contre le reste du monde, on ne parle à personne, on ne le dit à personne parce qu'on ne sait pas à qui on peut faire confiance. C'est un what the fuck en fait. Enfin, genre, tu peux pas appeler ta mère, appeler ton père, non, ça te dit pas. Tu veux faire confiance à ta mère quand même? Non, non, d'accord. Le directeur de l'école, je veux bien, t'as peut-être un peu peur, ok, mais ta mère, son père, non, non, d'accord. En plus de ça, ils se détestent. C'est pas comme si c'était deux meilleurs amis du monde qui décident de fuir ensemble. Non, ils se détestent, ils ne peuvent pas se supporter l'un l'autre. Et les gars, ils se disent, on va fuir tous les deux. Enfin, franchement, ça m'a saoulé. En plus de ça, c'est lent quand même. Enfin, ça bouge pas très très vite. Et je pense que c'est le fait que ce soit lent qui fait que moi, je voyais les trucs arriver. Peut-être, je sais pas, une dizaine de pages avant que ça arrive. Alors, c'est pas dramatique, une dizaine de pages. Sauf que quand tu devines tout 10 pages avant, ça commence à devenir relou, en fait, de lire, en fait. Voilà. Du coup, j'ai été jusqu'à la page 153 et j'ai dit stop. C'est rare que j'aille aussi loin dans un livre avant de dire stop. Mais en fait, j'ai arrêté là parce que je me suis rendu compte que je le lisais parce que je voulais l'aimer, alors que clairement, je l'aimais pas en fait. J'arrivais pas à l'aimer, je m'énervais, je m'agaçais, je levais les yeux au ciel, mais j'insistais et j'avançais parce que je voulais aimer ce livre. Mais en fait, ça marche pas comme ça, donc j'ai arrêté. Clairement, j'ai arrêté, je pouvais pas, je suis désolée, mais moi, ça ne l'a pas fait du tout. Et il y a des livres que j'aime pas et j'arrive à comprendre pourquoi les gens les ont aimés, mais là, je comprends pas en fait. Je ne comprends pas comment on a pu ne pas voir tous ces clichés, tous ces stéréotypes et tous ces trucs mis bout à bout qui font que ça marche pas en fait. Enfin, je sais pas, moi ça m'a absolument pas convaincue. J'ai pas trouvé ça bien. Voilà. Après, l'écriture est bien, l'écriture est fluide, c'est très bien écrit. C'est pour ça que j'ai été aussi loin aussi. Mais non. Voilà. Donc je suis dégoûtée, mais ça ne l'a pas fait. Le suivant, c'est L'erreur de l'épouvanteur, donc le tome 6, écrit par Joseph Delaney. Pour rappel, dans cette saga-là, on suit Thomas, qui est dans le tome 1, qui s'appelle l'apprenti épouvanteur, devient l'apprenti d'un épouvanteur, et donc va apprendre au fil des tomes ce que ça implique d'être épouvanteur et le métier d'épouvanteur.
avec des sorcières, des gnomes, enfin pas des gnomes je crois, je sais plus comment ça s'appelle, mais des bêtes un peu bizarres comme ça, qu'il faut tuer ou emprisonner ou éviter qu'elles nuisent, enfin bref, voilà. Ici dans ce tome là on a Thomas va voir un autre épouvanteur. En fait, l'épouvanteur qui est avec lui depuis le tome 1 l'envoie chez un autre épouvanteur pour qu'il apprenne autre chose, qu'il voie autre chose, qu'il fasse autre chose. Je vais arrêter de dire autre chose. Et donc voilà, il part là-bas. C'est un peu compliqué pour lui au début parce que bah, c'est une nouvelle personne, c'est un épouvanteur un peu bizarre, hein, un mec un peu renfermé sur lui-même, casanier, tout ça. Donc a priori pas très doué pour apprendre des choses aux gens. Mais Thomas va finalement s'adapter, s'habituer à ça et apprendre des trucs aussi. J'ai bien aimé ce tome-là, vraiment, on est ici majoritairement avec des sorcières. C'est globalement la thématique qui revient le plus dans les tomes, en tout cas jusqu'à présent. Ça me dérange pas, j'aime bien les sorcières. En plus, j'aime beaucoup la manière dont elles sont abordées ici, parce que les sorcières sont l'une des rares créatures fantastiques, surnaturelles, tout ce que vous voulez, féminines et majoritairement féminines. Et quand on parle de sorcier, ça n'a pas du tout la même signification. Hein. Quand on parle de sorcier, on parle de mec qui a des pouvoirs, de mec surpuissant et tout. Quand on parle de sorcière, on imagine une meuf avec son chaudron et c'est... Voilà. Et ici, c'est pas le cas. Ici, les sorcières sont puissantes, elles ont des pouvoirs, elles ont de la magie. Elles sont des sorcières comme on entend le mot sorcier en fait. Et je trouve ça cool. Du coup, voilà, peut-être que ça vous intrigue le petit truc que vous avez vu. Là, on a eu ça au boulot et du coup, je me suis dit que j'allais m'en servir. Donc, je marque les cartes dans les livres. Voilà, c'est tout. Comme ça aura satisfait la curiosité de ceux qui se demandaient c'était quoi ça. Parce que non, je ne note pas les passages qui me plaisent, les phrases et tout, sinon mes livres seraient... Il y en aurait partout. Bref, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. J'ai toujours pas le tome 6, mais ça ne sera tardé, je l'ai commandé, j'espère qu'il va arriver. Logiquement, il sera dans le prochain book haul. Je vous avoue que là, à cette minute-là où je viens de dire ça, je ne sais absolument pas dans l'espace-temps où se situe le prochain book haul ou le dernier book haul par rapport à vous. Aucune idée. La meuf est perdue dans ces vidéos, faut pas chercher. Donc voilà, si vous avez jamais lu cette saga, je vous invite à la lire. Et ne vous arrêtez pas au tome 1 parce que mon avis sur le tome 1 est très très négatif, n'est-ce pas Cédric? Mais plus on avance dans la saga, plus c'est cool et du coup il faut continuer cette saga. On passe à un autre échec total de ce mois de la fantasy. Je suis désolée, je vais me mettre encore plein de fans à dos, mais je ne vais pas y aller de main morte une nouvelle fois. Un palais de colère et de brume de Sarah Dimas, donc le tome 2 d'un palais de rose et de... palais d'épines et de rose, ça doit être ça. Oh, je sais plus, bref. Je vous remettrai mon avis sur le tome 1 en barre d'infos. Pour info, j'ai lu le tome 1 jusqu'au bout et j'ai abandonné ce tome 2 quasiment dès le début. Dans le tome 1, on suit, comment elle s'appelle? Fer, c'est ça. Qui est une fille issue d'une famille pauvre qui se bat pour trouver de la nourriture et pour sauver sa famille en gros, qui va un jour voir débarquer un mec bizarre qui va l'enlever et l'emmener dans son palais. Mon résumé est volontairement flou parce que j'ai beau ne pas avoir apprécié ce tome 2 et j'ai beau ne pas avoir beaucoup aimé le tome 1 non plus. J'ai pas envie de spoiler les gens qui voudraient découvrir la saga. Sachez quand même que ça reste une vague réécriture de La Belle et la Bête. Voilà, ça peut vous donner une vague idée de ce qui se passe. Et donc ensuite on va la suivre chez ce mec bizarre qui l'a enlevé. On va comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fout là, qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc, dans quel monde elle est, parce que ça reste un monde de fantasy, qu'est-ce qui se passe et tout. J'avais trouvé globalement le tome 1 lent et pas super développé, mais j'avais quand même été au bout parce que j'aimais beaucoup les deux personnages principaux, donc le mec bizarre qui va devenir le personnage principal masculin et Fer. Et du coup j'avais quand même envie de savoir. Et j'ai acheté ce tome 2 parce que je voulais voir ce que l'autrice allait faire avec son univers. Parce que dans le tome 1, il est à peine présenté en fait. On n'a pas de détails, ça va pas très loin. Et j'avais trouvé ça dommage que l'univers qui a l'air ouf ne nous soit pas détaillé en fait. Donc j'avais voulu quand même aller plus loin. Et là, j'ai retiré une heure page. Mais je crois que j'ai dû lire une quarantaine de pages maxi. Vraiment, sur les plus de presque 700, voire plus de 700 qui fait. Parce qu'en fait, je peux prendre sur moi quand j'aime les personnages et que l'univers est un petit peu en surface, que l'histoire est un petit peu lente, je peux y arriver. Par contre, à partir du moment où le personnage, ou les personnages, pour le coup ici, m'énervent et que j'ai envie de leur coller des baffes, je ne peux plus prendre sur moi. C'est pas possible. Et ici, Fer incarne l'archétype et je crois l'héroïne que je déteste le plus au monde, à savoir la meuf dans son palais qui passe son temps à m'expliquer que sa vie, c'est la merde. Franchement, ça me saoule. Au début, elle est contrainte de rester dans son palais, alors je vais pas détailler le pourquoi du comment elle est là, le pourquoi du comment elle est arrivée là et tout, parce qu'encore une fois, ça vous spoilerait le tome 1
et je ne suis pas une connasse à ce point. Et donc voilà, elle est contrainte de faire des trucs et d'être dans des endroits où elle n'a pas envie d'être. Et elle passe son temps à t'expliquer que ça la fait chier mais qu'elle le fait, qu'elle a pas envie mais qu'elle le fait, qu'il faut qu'elle le fasse mais qu'elle veut pas. Au bout d'un moment, ça me gonfle en fait. En plus de ça, le personnage masculin n'est pas non plus innocent. C'est-à-dire qu'il l'oblige en partie à faire ça. Donc je ne peux aimer ni la meuf qui se plaint, ni le gars qui l'oblige à faire ça. Déjà. Et le summum du truc qui m'a mise hors de moi, c'est que l'une des justifications qui fait qu'elle doit rester là-bas et elle doit faire ci et ça, c'est parce que sinon les gens ils vont parler, tu comprends? Les gens ils vont critiquer, les gens ils vont se poser des questions, ils vont croire que... Ça me fatigue d'autant plus que dans un monde de fantasy limite futuriste, mettre des idéaux comme ça, franchement ça me rend taré quoi. On s'en bat les couilles de ce qu'ils pensent les gens en fait. T'as pas envie de rester au palais, bah tu restes pas au palais. T'as pas envie de mettre des robes, bah tu mets pas des robes. L'autre bouffon il dit de rester alors qu'il se barre, mais en fait on s'en fout. Enfin voilà, franchement ça m'a énervé, vraiment ça m'a saoulé. Et puis lire les plénitudes, les platitudes d'une héroïne, moi ça me franchement ça m'a saoulé. Donc c'est bien parce qu'en fait avant de démarrer ce livre, je le pose parce qu'il est extrêmement lourd. Avant de démarrer ce livre, je m'étais préparée à devoir prendre sur moi parce que ça serait lent, parce qu'il se passerait pas beaucoup de choses, parce que ça mettrait du temps à démarrer. Donc j'étais prête à faire ça, mais j'étais pas prête à devoir prendre sur moi à ce point pour juste supporter l'héroïne, alors que je l'avais beaucoup aimée dans le tome 1 en plus. Donc du coup j'ai craqué et non. Voilà. Du coup il est quasi neuf, donc je vais le revendre, hein, parce que je ne l'ai pas abîmé du tout, hein, je l'ai à peine entamé, le dos est pas pété, il est nickel. Donc je vais le revendre et voilà, ça fera un ou une heureuse et ce sera pas mal. Oh, et j'écoutais Thank You Next de Ariana Grande. Voilà. Et enfin, on termine avec un livre que j'ai adoré, Le Temps des Magiciens, le tome 2, L'éveil des sorciers de Cressida Cowell. Pareil pour les petits curieux, là, le petit truc bleu, c'est la carte. Je vais vous montrer la carte. Voilà, ça c'est la carte. Voilà. Ici, j'ai lu le tome 1 au mois d'octobre dernier, donc en fait ça faisait un petit moment quand même. Ici on va suivre, je vais vous les montrer parce qu'ils sont au début aussi. En fait c'est un livre écrit et illustré par Cressida Cowell, donc tous les dessins sont de Cressida Cowell. Donc ça c'est Sway et ça c'est Zar. Ça s'écrit avec un X mais ça se prononce Zar. Et elle est issue des guerrières, je crois. Elle est la fille de la reine des guerrières. Donc elle doit se battre, elle doit blablabla, tout ça. Il y a tout un processus qu'elle doit respecter parce qu'elle est dans les guerriers. Évidemment, elle a aucune envie de faire ce que sa mère lui dit. Et lui est fils du roi des sorciers. Enfin, pas des sorciers, des magiciens, je crois. Enfin, je sais plus. Des gars contre la magie, pareil. J'ai un peu de mal à retenir les noms des gars contre la magie, vous avez remarqué? Bref. Sauf qu'il n'a pas de magie et un peu comme Sway, c'est le petit dernier. Et en gros, il a envie de faire ce qu'il veut et de pas écouter son père. Voilà. Et dans le tome 1, ils se rencontrent dans la forêt qui sépare leurs deux, le château de Sway et l'espèce de forêt où vit Zar. Je sais plus trop où il vit lui. Et donc ils se rencontrent et ils passent une nuit ensemble. Alors une nuit au sens enfantin du terme, c'est-à-dire qu'ils vont passer la nuit à jouer et à s'amuser dans la forêt et pas à faire autre chose. Sauf que leurs peuples sont ennemis et leurs parents se détestent. D'ailleurs dans ce tome 2 on en apprend un peu plus sur pourquoi leurs parents se détestent, pourquoi ils sont pas contents, pourquoi ça va pas. Je vous montre en même temps, on a de temps en temps des pages noires comme ça et on a des illustrations, voilà, comme ça, ou alors attendez, je cherche, voilà, ou alors comme ça. Voilà, on a aussi des pages où il n'y a absolument pas d'illustration, hein, ça arrive, voilà. J'adore cet univers, j'adore l'écriture, j'adore les dessins, je les trouve à la limite du burtonien, un peu comme Edouard Monnaie d'Argent ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un peu un mix des deux et je trouve ça hyper cool. Pour les enfants, ça c'est génial. On a plein de petits personnages. On a par exemple une cuillère qui se déplace, qui bouge. On a des foufoulets, des animaux qui n'existent même pas, qui sont tout petits, qui se mettent à parler. On a des dragons, des géants, pas dragons je crois, des géants, voilà. On a plein de personnages, plein de créatures comme ça. C'est vraiment génial, c'est vraiment cool à lire. Et j'adore les deux personnages principaux. Je déteste les petits derniers qui passent leur temps à faire ce qu'ils veulent. Mais là, en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le père de Zar et la mère de Sway les ont délaissés parce que dès la naissance, ils ne correspondaient pas à ce qu'ils attendaient de leurs enfants, en fait. Du coup, ils les ont complètement délaissés en mode démerde-toi gars ou démerde-toi meuf, fais ce que tu veux. Et Sway et Zar ont dû se construire comme ça tout seuls sans leurs parents.
parce que ils ont été mis de côté. Et du coup, c'est pour ça qu'ils en veulent à leurs parents et qu'ils sont révoltés, et pas parce qu'ils ont trop été couvés. Vous voyez, c'est l'inverse du petit dernier en mode non, il en a rien à foutre, il est couvé et pourri gâté. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup cet univers, c'est vraiment, vraiment fun. Et puis, Soi est juste génialissime, vraiment, vraiment. C'est rare que je préfère le personnage principal féminin au personnage principal masculin, peu importe le genre. Mais là, c'est le cas parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. Et je trouve ça aussi vraiment fun que les guerriers soient des femmes. Parce que ça aurait été, entre guillemets, plus facile de faire des guerriers hommes, quoi. Enfin, voilà, les muscles, tout ça, Cro-Magnon, machin. Et là, du coup, c'est des femmes. Et je trouve ça vraiment, vraiment fun. D'ailleurs, la mère de Souhait est l'une des pires méchantes du monde. Elle est un peu au stade de Maléfique, si vous voulez. Voilà. Dans le mode dessin animé, elle est un peu au même stade. Voire Voldemort. Elle est vraiment complètement tarée, en fait. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 sorte. Et aussi, je veux absolument, absolument lire l'autre saga de l'autrice qui est sur des dragons, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est Hérold ou un truc comme ça. Enfin, de toute façon, je suis en train de dire une grosse connerie, mais je sais qu'elle a écrit une autre saga avec des dragons et j'ai qu'une hâte, c'est de la lire. Du coup, si vous connaissiez pas ce livre, parce que je l'ai rarement vu sur les chaînes et sur YouTube, mais il est vraiment, vraiment cool et je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que le de lecture est déjà bien assez long. Comme promis, j'ai beaucoup blablaté parce que j'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.